algérienne. Quelle est votre analyse à court ou à moyen terme ou à long terme? Quel peut être le poids de cette diaspora dans le développement futur de l'Algérie? Quel regard portent les Algériens d'Algérie sur cette émigration qui est de plus en plus importante? Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots avant de laisser le débat sur cette question? Je vous remercie. J'arrive pas à avoir le micro. Ah d'accord. Bon, d'abord, bonsoir tout le monde, bienvenue. Excusez-moi, je sais qu'il y a une conférence finale de la Côte d'Algérie avec le Nord et les médicaux qui sont intéressés ici. Excusez-moi de vous avoir privé d'un spectacle qui certainement mérite aussi qu'on s'y intéresse. Merci d'avoir pris sur votre temps pour que l'on puisse peut-être parler de ce sujet important, pour ne pas dire essentiel, dans cette conjoncture. Mais avant de rentrer dans les questionnements qu'a soulevé Mme Hamour, je voudrais moi aussi quand même saluer les associations qui ont été à l'origine de cette rencontre. Je sais combien le bénévolat est difficile ici comme ailleurs, mais je sais aussi que c'est dans les sociétés où se structure ce genre d'engagement que se pérennisent véritablement les vrais destins. Donc je tenais absolument à saluer les jeunes qui ont organisé cette rencontre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire une petite remarque méthodologique. Je ne parlerai pas d'immigration, comme le commanderait le lieu d'où nous parlons, mais je parlerai d'immigration. Donc je parle de quelqu'un qui vient d'arriver pour dire un peu, rappeler dans un premier temps, quel a été l'apport de cette collectivité, et avant d'essayer d'esquisser ce que moi je pense être sa mission actuelle, évidemment c'est dans le débat peut-être que nous arriverons à préciser au mieux le rôle et la mission de cette partie de nous-mêmes. Mais je pense sincèrement que dans la perspective immédiate de l'Algérie, la place et le rôle de l'immigration, du point de vue politique ou symbolique, sera l'un des témoins majeurs de la pertinence, de la viabilité et de la crédibilité de la nouvelle mise en perspective du pays. Je ne dis pas que c'est elle qui fera tout, mais je dis que selon qu'on l'accueille ou qu'on la rejette, ce sera déjà un indicateur majeur de la bonne foi et des possibilités de rebondissement très aléatoire que nous souhaiterions voir notre pays emprunter. Donc c'est un élément d'observation cardinal indépendamment de la mission opératoire qu'elle peut avoir sur le plan économique, culturel, politique ou institutionnel, ou même géopolitique. Quand on regarde un peu l'histoire de l'Algérie, je ne vais pas être très long là-dessus, on remarque une chose, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des moments fondateurs dans le destin de l'Algérie contemporaine, il y a eu réveil, intervention ou amplification de la communauté immigrée. Nous savons tous comment est arrivée la grande masse des immigrés après la Première Guerre mondiale, ici, et sitôt la guerre finie, les combattants ont vite fait de comprendre que il ne suffisait pas de se sacrifier pour la métropole pour mériter les droits de tous les combattants. Et cette ségrégation sociale et politique a tout de suite, moins de 10 années plus tard, mené donc à la constitution de l'État nord-africaine. Je ne m'attendrai pas là-dessus. Donc vous savez tous qu'elle a été la première organisation algérienne à revendiquer l'indépendance. Alors, premier constat, on évite de le dire, en tout cas dans les officiers algériens, la conscience, ça va valoir quelques valabilités dans la presse algérienne, proche du pouvoir. Pour moi, la conscience nationale de l'Algérie moderne est née dans l'immigration. Je sais que ce n'est pas très bien vu de le dire. Le PPMTD qui est arrivé aussi s'est reconstruit et a été animé par des acteurs qui, pour l'essentiel, ont fait leurs premières armes dans les luttes syndicales de la communauté émigrée. Et c'est à partir de cette communauté émigrée
que les valeurs de liberté, de combat rationnel, ont diffusé peu à peu les humanités algériennes déclassées, écrasées, néantisées par le code de l'indigénat sur lequel je n'ai pas besoin d'insister. Et ce n'est pas un hasard si la première grande crise qu'a connue le principal parti politique algérien, le PMTLD, a explosé en 1949 ici. C'est dans la communauté algérienne que le débat politique au sens moderne, rationnel, lucide, loin du populisme, pour dire les choses très crûment, a eu lieu, et ce n'est pas donc un hasard si c'est ici que les premiers militants ont interpellé la direction du parti qui commençait déjà à dériver vers une espèce de patriarcat mégalomaniaque. C'est là que des militants ont dit ça suffit, un parti c'est des structures, c'est des statuts, c'est des débats, et il est important que l'on sache aussi quelle Algérie nous voulons construire demain, quelle identité, quelles institutions, quelle place pour le culte, etc. etc. C'est dans l'immigration qu'a éclaté aussi ce débat qui se prolonge aujourd'hui encore, et pour cause il a été violemment réprimé, on n'a pas résolu depuis. En 1954, là encore, je crois que vous gagneriez à dire à vos enfants de revisiter l'apport de la communauté immigrée pendant la guerre de libération. C'est absolument capital pour la réussite du combat libérateur. J'ai le privilège d'avoir rencontré, et je crois pouvoir m'honorer de son amitié, sinon de son affection, Omar Boudaoui, qui a été à la tête de la Fédération de France du FLN pendant 5 ans. Il a écrit un livre, je vous invite à lire, même si je ne partage pas tout ce qu'il a pu dire, notamment par rapport à Boussouf, avec lequel il entretenait une relation un peu fusionnelle. Mais sur l'essentiel, c'est un vrai témoignage. C'est la Fédération de France du FLN a été la banque qui a financé le GPA. Près de 80% des financements du budget de fonctionnement du GPA étaient assurés par la Fédération de France du FLN. Par la suite, sur le plan diplomatique, c'est grâce au travail immense fait par cette structure, en France essentiellement, mais aussi en Europe, en toute l'Europe, que les forces progressistes, s'appuyant sur la plateforme de la Soumane, ont pu sensibiliser puis gagner à leur cause les élites progressistes algériennes, parce que jusqu'en 1956, même la presse de gauche, et même après, continuaient à considérer les combattants algériens comme des bandes de bandits incapables de formuler un projet gagné par le fanatisme religieux. Et Ali Haroun, qui était le responsable de l'information dans la Fédération de France du FLN, m'a dit à moi que l'apport de la Fédération de France du FLN a été capital dans la perception du combat algérien par l'opinion occidentale. Et il m'a même dit qu'Alben a exigé qu'il traduise cette plateforme dans toutes les langues, hébreu compris. Alors encore qu'il va en avoir quelques amitiés à Alger. Par la suite, vous savez très bien que le déclenchement des manifestations à la fin de la guerre ont été d'un rapport absolument décisif sur le déroulement des négociations d'Évian. En portant le combat militaire d'abord sur le sol français, la bien-pensance de gauche française a été bien obligée d'admettre qu'en Algérie, ce n'était pas des opérations de maintien de l'ordre, comme on disait alors, mais un vrai combat génocidaire. Et ça a bousculé les catégories et les structures de médiation françaises à se déterminer par rapport à ce conflit. C'est grâce à la Fédération de France du FLN que tout cela a été fait. Après la guerre, c'est-à-dire en 1962, c'est très naturellement que la Fédération de France du FLN a pris position avec la Wilaya 2, c'est-à-dire le Nord Constantinois, la Wilaya 3, la Kabylie, la Wilaya 4, la Gerawa, quand il a fallu se ranger derrière le GPRA pour faire obstruction au coup d'État de l'armée des frontières dont nous continuons aujourd'hui encore de payer les frais.
Ce que je veux dire ici, c'est que l'apport de la communauté émigrée, même s'il n'a pas été complètement déterminant sur le plan quantitatif, a été absolument capital d'un point de vue qualitatif. Tout au regard de l'histoire. À chaque fois que le destin algérien se jouait quelque part, et ce n'est pas un hasard, si la Vulgate officielle au niveau algérien a tout fait pour réduire, minimiser, voire même néantiser la Fédération de France du FLN. Il est quasiment interdit d'en parler. On a mis très longtemps à reconnaître les droits des combattants de la Fédération de France du FLN, alors qu'ils étaient beaucoup plus exposés ici que là-bas. Les combattants ont quand même des surfaces de repli dans leur communauté d'origine. Je crois que l'on peut trouver 3 raisons à ce déni politique qui a été opposé à l'apport de la communauté immigrée. J'en parle parce que cela risque de se produire encore dans la mise en perspective du pays si nous ne traitons pas sérieusement, sainement, loyalement toutes ces problématiques. Les conservateurs qui ont récupéré le pouvoir, qui ont confisqué le pouvoir en Algérie après 1962, ne veulent pas que l'on sache que c'est dans la collectivité expatriée qu'est née, que s'est cristallisée politiquement l'idée nationale en termes organisationnels en tout cas. Ceci d'une part. Deuxièmement, cette mouvance imprégnée des valeurs du syndicalisme, du progressisme, de l'internationalisme, où les premiers ouvriers ont fait leurs armes, ne doit pas figurer dans une culture structurée autour de la censure, de l'opacité et en général du culte de la personnalité. Donc d'un point de vue du projet sociétal qui irriguait le discours politique, les valeurs qui ont animé la mobilisation de la Fédération de France du FLN et d'une manière plus générale la collectivité immigrée, il y avait antinomie entre ce fonctionnement, cette conception de la chose publique, l'écrit, le contrôle, la documentation, tout ce qui peut témoigner de l'acte politique qui doit être restitué aux citoyens auxquels il est adressé, n'existe pas dans la culture politique de l'État algérien. Première raison de cette volonté d'occulter, d'éloigner de la mémoire algérienne l'apport de la collectivité expatriée. Deuxième raison, et je pense que ceci explique cela, l'histoire a voulu que cette communauté soit à dominante berbère. Et la suspicion du panarabisme éruptif et tentaculaire de Nasser a fait que l'approche, la relation qu'on a voulu entretenir avec cette catégorie a été, disons, aggravée par la présence massive des berbérophones dans cette communauté. Troisième raison, toujours qui participe du même registre, la présence active de la communauté immigrée, quel que soit d'ailleurs le secteur où elle se propose, où elle s'investit, est perçue par un pouvoir qui s'est construit sur le sectarisme, le rejet de l'autre, la censure, comme une faille à travers laquelle peut s'inviter un débat, la transparence, etc., etc. Voilà un peu comment est perçu donc le combat, l'apport passé de la communauté algérienne à la guerre de libération. C'est une profonde injustice et c'est une authentique mutilation mémorielle et un immense gâchis politique parce que nous avons besoin de ces valeurs, de cette expérience et de ce parcours et nous leur devons bien cela. D'une manière générale, l'apport de la communauté immigrée a toujours été un écho ou un soutien aux luttes démocratiques menées en Algérie. Après la guerre, là je peux parler de ce que j'ai vécu moi. L'essentiel des soutiens, des échos, il y a des politiciens avec moi, nous venaient aussi d'ici. Ce sont les étudiants algériens dans l'immigration, les intellectuels algériens dans l'immigration qui réussissaient à glaner ici et là
les documents, les éléments de repère, les paradigmes susceptibles de nous permettre de construire une idée autonome dans le glacis du parti unique. Donc la communauté immigrée n'a pas seulement été à l'origine de revendication d'indépendance, ni le soutien politique et diplomatique du GPRA pendant la guerre, elle a été aussi une grande surface d'adossement aux militants de terrain que nous étions, et je ne suis pas sûr que si les Algériens de l'extérieur ne s'étaient pas mobilisés pour nous aider, pour nous soutenir, je puisse vous assurer que je serais vivant aujourd'hui parmi vous. Tous les pouvoirs, tous les régimes oligarchiques, autocratiques se fichent complètement de leur opinion publique. Ils ne cèdent que lorsque les partenaires étrangers avec lesquels ils dealent peuvent être informés de leurs abus ou des dépassements qu'ils peuvent commettre. Donc, les relais, l'amplification, la solidarité organisée dans la salle de la mutualité, dans les rues de Paris, ou plus tard à Montréal, ou même dans certaines rues scandinaves, ont été d'un apport décisif pour l'éclosion, la pérennisation et le développement des luttes démocratiques en Algérie. Alors maintenant, pour ne pas trop tarder, je vais essayer de dire ce que je crois avoir perçu comme piste d'exploration possible pour la communauté immigrée aujourd'hui. Et ce n'est pas un hasard si j'ai choisi d'intervenir sur ce sujet aujourd'hui dans l'immigration. L'Algérie est un pays sous hypothèque. Autant dire les choses très clairement. Personne, régime algérien y compris, ne peut dire ce qui se passera dans un trimestre en Algérie. Nous en sommes là, je n'en résume pas, mais je suis bien obligé de constater les choses telles que je les vois, telles qu'elles me sont données à lire là-bas. Donc, comme en 1926, comme en 1954, comme au début des années 80, une fois de plus, l'immigration qui n'a pas reçu de son pays d'origine la reconnaissance qu'il mérite, doit nécessairement être intégrée dans l'équation de la résurrection nationale, parce qu'il s'agit bien de cela. Je sais bien, comme vous tous, que l'immigration du début du siècle n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui. L'immigré qui quittait son village la nuit pour pas qu'on le voie, fuir la communauté, et aux jeunes qui dit « je ne veux pas rester », qui assume son départ, évidemment, là, les approches sont totalement différentes. Le cadre qui décide de quitter le pays, ou l'universitaire, parce que la marge de progression est impossible, parce que la carrière est guidée par le népotisme, parce que des familles ne veulent pas donner à la boucherie de l'enseignement à leurs enfants, il y a d'un côté la contrainte de la faim qui a poussé un homme ou une femme à partir, et de l'autre un choix, quelle que soit la manière dont il se réalise par la suite, qui fait qu'on ne peut pas comparer les deux situations. Apparemment donc, nous sommes dans deux gammes d'immigration totalement différentes. Pourtant, je ne suis pas sûr qu'il faille céder à ces lectures apparemment tranchées. Je ne sais pas pourquoi, là je n'ai absolument pas d'explication à vous donner. J'ai beaucoup discuté avec des pays à forte tradition migratoire. Beaucoup de pays, lorsque une catégorie de la population connaît une répression, un désenchantement, une problématique sociale qui l'écrase, partent et larguent les amarres définitivement. Alors dans le cas algérien, malgré ce désenchantement, la communauté algérienne, dans son ensemble, garde malgré tout une mémoire positive de son pays d'origine. C'est assez paradoxal. Et pourtant, lorsque l'on voit comment est perçu l'immigré, je réponds à une de vos questions, madame, on se débrouille pour que l'immigré soit perçu comme quelqu'un qui a fui, qui a déserté le terrain, quelqu'un que l'on jalouse secrètement, dont on jalouse une promotion sociale, règle supposée d'ailleurs, mais dont on évite de provoquer une rupture définitive. De l'autre côté, le pouvoir s'est chargé de décrire l'immigré comme
le cheval de Troie qui va venir nous fracasser le bonheur dans lequel nous nageons du matin au soir et que nous envie la terre entière. C'est le migré qui va dégrader la belle révolution algérienne dont nous sommes les seuls à ne pas apprécier à sa juste mesure le bonheur qui nous dispense. Donc l'émigré, c'est l'espion potentiel, c'est celui qui va venir semer des valeurs dans une école remarquablement civique et qui va perturber la conscience des jeunes, etc., etc. Je ne crois pas qu'il faille se laisser impressionner plus que cela par ce genre de fanfaronnade. Le pouvoir algérien, on peut s'en réjouir, on peut s'en désoler, n'a aujourd'hui plus les moyens de cultiver ces slogans, cette forme de discours un peu agressif, un peu suffisant. Il est désargenté, il est contesté à l'intérieur, il est discrédité à l'extérieur et il est divisé. Donc, voudrait-il faire du mal qui n'ont plus, ils n'ont plus l'énergie pour continuer à dispenser les éléments de désagrégation avec lesquels ils ont tenu le pays en laisse depuis 1962 à ce jour. Et c'est là que je voudrais adresser un message à la collectivité émigrée. Je ne crois pas que quelqu'un aujourd'hui puisse dire de quoi sera fait demain en Algérie. L'incertitude est totale et je ne pense pas que la communauté émigrée puisse intervenir de la même manière que ce qu'elle a fait à l'époque de la libération nationale. C'est-à-dire, c'est pas